Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur le sujet de la digitalisation des chaînes logistiques. Avant d'attaquer le sujet du jour et en attendant que tout le monde soit disponible, je vais vous rappeler dans quel cadre on organise cet événement. On organise avec le pôle de compétitivité donc ce webinaire, comme d'autres tout au long de l'année. Pour rappel, notre cœur de métier, nous, le pôle de compétitivité, c'est d'accompagner les entreprises qui innovent en faisant du consortium. Donc, le cas typique, hein, un grand groupe, une start-up et puis un laboratoire de recherche. Et on vous accompagne pour trouver le bon financement et bien structurer votre projet tout au long de l'année sur la Bretagne, le Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Et pour réussir cette mission, nous organisons donc des rencontres physiques, des webinaires avec pour objectif que vous vous rencontriez. Et on a aussi une activité industrie et croissance qui est plus sur la modernisation des outils de production avec des enjeux de réduction des coûts et des activités, par exemple, de formation collective ou de visites croisées d'entreprises pour partager les bonnes pratiques. Donc voilà pour la petite présentation du pôle. Et puis j'en profite aussi pour vous faire un petit flash agenda sur un autre webinaire sur les enjeux de l'électromobilité qui aura lieu prochainement avec des intervenants. Que je reprenne bien mes notes sous les yeux, avec intervenants de chez Keolis, des intervenants aussi de Mobilise. Notre webinaire sur le 2 avril, donc là on parlera du ferroviaire avec l'IoT et l'IA au service de l'efficacité ferroviaire avec des personnes de la SNCF, du Ferrocampus qui interviendront et du Gillespire Optimize. Et là, pour terminer, je vais vous présenter Data for Energy qui aura lieu le 26 mars au Technoparc de Angoulême, donc un événement en présentiel avec pour cet événement de nombreux acteurs, notamment FH Energy, Arts Energy. On aura aussi des personnes de Schneider Electric, de chez Enedis. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet si vous souhaitez vous inscrire à ces prochains événements. Flash opportunité également. Donc, je vous rappelle, notre cœur de métier, hein, c'est vous accompagner sur les projets d'innovation avec l'appel à projet qu'on met en avant aujourd'hui sur les enjeux de logistique avec l'extrême défi, soutenu donc par l'ADEME notamment, cet appel à projet collaboratif qui recherche innovation terrain, avec notamment des enjeux sur le dernier kilomètre, la livraison du dernier kilomètre et les enjeux de livraison en zone urbaine. Autre appel à projet que je vous présente aujourd'hui, pionnier de l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle est présente partout, avec une date de clôture au mois de juin. Sur le modèle de la subvention, ce coup-ci, on est aussi sur un appel à projet collaboratif. Et pour terminer, les appels à projet, on va dire un petit peu classiques, IDEMO, la version déclinée en région de l'appel à projet soutenu par BPI. On retrouve aussi cet appel à projet pour le Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, tout comme la Bretagne, pour ces projets collaboratifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des projets en cours et allez aussi consulter notre site internet où vous retrouverez d'autres appels à projets ouverts. Aujourd'hui, le programme, c'est la logistique, donc digitalisation des chaînes logistiques. Alors, dans un contexte où les chaînes logistiques doivent réduire les trajets à vide, optimiser les circuits courts et synchroniser les modes de transport, la digitalisation est un levier évidemment incontournable. Et donc, ce webinaire a pour objectif d'explorer trois piliers clés, la visibilité temps réel, la simulation prédictive via, on verra, les jumeaux numériques et les plateformes numériques de nouvelle génération. Et à travers donc ces retours d'expérience et technologies et ces cas concrets, on a aujourd'hui pour nous présenter ça donc Juliette Medina de Winlow, donc qui sera sur les enjeux de simulation, jumeaux numériques et optimisation prédictive. Et on aura aussi dans un deuxième temps donc Guillaume Perdu d'Ecolis pour les enjeux de collecte et de partage et d'exploitation des données de transport.
Nos intervenants donc vont commencer hein, donc avec Juliette qui va commencer. Si vous avez des questions, je vous invite à mettre les questions dans l'onglet questions-réponses. Il y a un petit Q et QR plutôt que mettre dans le chat. Et donc les intervenants répondront aux questions à la fin du webinaire. Et vous aurez aussi un sondage avec des questions, notamment si vous avez des projets, si vous souhaitez aussi des mises en relation avec les intervenants. Donc, ça nous permet ensuite de faciliter notre travail, notamment de ce travail de mise en relation afin de développer des projets. Donc, c'est tout pour moi pour l'instant. Donc, je vais passer la main à Juliette. Juliette, est-ce que tu m'entends? Oui, je vais partager mon écran. Hop, alors, est-ce que c'est bon? C'est bon, a priori, moi, je vois ton Ok, écran. super. Bon, eh Voilà, bien, je te bonjour laisse. à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je vais parler d'un sujet qu'on travaille tous les jours chez Winlow, c'est la prise de décision en supply chain. Et plus particulièrement, comment est-ce qu'on peut prendre de meilleures décisions avec l'aide d'un jumeau numérique. Donc, je voulais démarrer par un constat qu'on fait tous en supply chain. Aujourd'hui, nos chaînes logistiques n'ont jamais été aussi performantes et pourtant, elles n'ont jamais été aussi difficiles à piloter. Et pendant longtemps, la supply chain était un système relativement prévisible, hein. On produisait, on stockait, on livrait. Mais aujourd'hui, ce monde n'existe plus et ça, c'est lié à trois grands phénomènes que j'ai mis ici, hein. Le premier, c'est que la demande est devenue bien plus volatile et imprévisible. On a les crises successives sanitaires, le Covid, les problèmes géopolitiques, les comportements d'achat qui changent. Ça rend la demande bien plus difficile à piloter et à prévoir. Le second phénomène, c'est la complexification des réseaux logistiques. Aujourd'hui, on livre plus de sites avec encore plus de références sur des réseaux logistiques avec plus d'échelons, avec des modes de transport qui sont différents selon les échelons. Et ça rend du coup forcément les réseaux logistiques plus complexes à appréhender. Et le dernier point, et pas des moindres, hein, c'est la pression réglementaire et environnementale. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer l'importance de piloter la diminution progressive de l'impact carbone de sa chaîne logistique. Donc, ouais, il faut forcément l'intégrer dans ses prises de décision au même titre que la performance économique. Et donc, le sujet, c'est pas forcément la complexité en soi, hein. Le sujet, c'est notre capacité à rendre pilotable cette complexité. Et pourtant, dans beaucoup d'organisations, le pilotage de la supply chain reste encore très fragmenté. On a encore la plupart des données qui sont en silo, dans des outils dédiés à chacune de ces typologies de données. Les équipes vont optimiser localement leur périmètre. Et puis, tout ça avec des outils mal adaptés, hein. On sait très bien que un des outils principaux d'études aujourd'hui, c'est encore Excel. Et donc, on va optimiser le système, hein. On va optimiser un entrepôt, on va optimiser l'échelon d'un transport. Mais dans un système complexe, aujourd'hui, une optimisation locale peut vraiment dégrader la performance globale. Et donc, le vrai problème, c'est pas forcément la complexité, hein, c'est plutôt l'absence de vision systémique de cette organisation. Alors, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de ce système qui est devenu dynamique, instable et complètement interconnecté? Eh bien, c'est précisément le rôle d'un jumeau numérique. Donc, un jumeau numérique, ce n'est pas un TMS, donc ce n'est pas un Transportation Management System, ni un tableau de bord, ce n'est pas non plus un outil de tracking, ni encore un ERP. C'est un outil qui va permettre, un nouvel outil qui permet de représenter virtuellement son réseau logistique bout en bout et donc de voir le réseau dans son ensemble afin de pouvoir simuler des décisions avant leur déploiement et ainsi de pouvoir arbitrer simultanément les coûts, mais également les niveaux de service et la gestion de son impact carbone. Et donc, au lieu de subir les conséquences de nos décisions, on va pouvoir les anticiper.
Donc, un jumeau numérique, ce n'est pas un outil isolé, hein, c'est un outil qui est interconnecté à tout un tas de données, et ça via différents systèmes. Il peut être interconnecté à l'ERP, il peut être interconnecté au Transportation Management System, au système de tracking. On peut aussi l'alimenter tout simplement avec des fichiers Excel. On peut paramétrer aussi son réseau logistique en interne, enfin, avec le paramétrage au sein du jumeau numérique, ou encore avec des données externes. Et donc, ce jumeau numérique, il va regrouper différents types de données. Le premier type de données, c'est qu'il va intégrer la description complète du réseau physique, donc tous les sites de son réseau, que ce soit les usines, les entrepôts, ses cross-docks ou encore les sites clients. Et pour chaque site, on va pouvoir aussi paramétrer les capacités des sites. Donc, quelle est la capacité de mon entrepôt, mon nombre d'emplacements de stock, mais aussi quelle est ma capacité à mon cross-dock en termes de passage à quai, etc. Et puis, j'ai bien sûr le maillage de mon réseau, donc quel site est interconnecté à quel autre site et via quel mode de transport, par exemple. La deuxième typologie de données que j'ai dans mon jumeau numérique, c'est donc la description complète de mes flux via des historiques de flux, mais aussi, par exemple, ça pourrait être aussi des prévisions sur les prochaines semaines ou années de flux. Donc, quand on dit un historique de flux, ça va être l'ensemble de mes volumes à destination de mes clients et en provenance de mes usines, par exemple. Mais je vais aussi avoir la description complète de mes capacités de transport, donc toutes les typologies de transport que j'ai à disposition, et toutes les contraintes qui sont liées à la fois les flux et les capacités de transport. Donc par exemple, ça peut être les fenêtres horaires de mes clients, le cadencement que j'ai de livraison de mes clients, ou les types de véhicules, le nombre de véhicules que j'ai à disposition de tel type, etc., etc. Et puis, j'ai bien sûr les deux niveaux de performance économique et contrainte environnementale. Donc, au niveau de la performance économique, je vais pouvoir intégrer l'ensemble de mes tarifs, de mes coûts d'entrepôt, et puis de sorte à pouvoir arbitrer, hein, bien sûr, sur ce sujet-là. Et au niveau des contraintes environnementales, je peux paramétrer mes objectifs de diminution de gaz à effet de serre via le paramétrage de mes actions que j'ai décidé de mettre en place pour ce faire. Donc c'est bien la consolidation de toutes ces données-là qui va rendre possible l'arbitrage au global. Et donc une fois qu'on a un outil de ce genre en main, on va pouvoir travailler sur différents niveaux de décision à tous les niveaux d'organisation. Donc le premier niveau de décision qu'on identifie ici, c'est le niveau stratégique. Donc là, on va travailler sur des décisions qui sont plutôt à des niveaux, l'impact est plutôt sur des niveaux de 1 à plusieurs années, hein. Ça peut aller jusqu'à 5 ans si on parle notamment de network design. Où est-ce que je vais implanter mes nouvelles usines, mes entrepôts? Comment est-ce que je vais organiser mon transport dans les prochaines années avec, par exemple, le travail d'un schéma directeur transport dans ce niveau-là. Et puis, je peux aussi piloter ma stratégie RSE, par exemple, donc organiser mes actions pour diminuer mon impact GES dans les 3 prochaines années. Et donc, je vais pouvoir paramétrer et identifier l'impact de ces décisions-là à ce niveau-là, donc avec un impact qui va se faire sur mes flux des prochaines années. Le deuxième niveau, c'est le niveau tactique. Donc là, on est sur des horizons de temps qui sont plutôt de l'ordre de 1 mois à plusieurs dizaines de mois. Donc je vais pouvoir, par exemple, travailler une saison ou une prochaine année à venir. Et sur ce niveau-là, je peux travailler du coup plutôt mon organisation de transport, analyser un appel d'offres transport, travailler mes schémas de transport. Donc est-ce qu'un flux va plutôt passer par un schéma cross-dock, multimodal? Est-ce que je dois choisir entre le rail route et le direct avec des tournées de véhicules pour certaines typologies de flux. Je peux aussi travailler mon cadencement de sorte à lisser ma charge, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur du niveau tactique où on va travailler des décisions qui ont un impact, mais un petit peu sur un moyen terme par rapport au niveau stratégique qui sera plus sur le long terme. Et puis le dernier sujet, c'est donc l'opérationnel. Donc là, on va prendre des décisions qui sont plutôt à soit de S-1 jusqu'au jour J de l'opération. Et là, classiquement, on va travailler son plan de transport, ses tournées de véhicules si on en fait,
comment est-ce que j'affecte des flux à des transporteurs. Et puis, si je dois gérer une flotte en propre, par exemple, si j'ai des véhicules dédiés ou que j'ai mes propres véhicules, eh bien, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour gérer sa flotte et travailler à la maille fine l'usage de ces véhicules. Et donc, chez Winlow, nous, on travaille, on propose un jumeau numérique qui travaille sur les trois axes que vous voyez ci-dessous. Donc, le premier axe, c'est bien sûr donc, la visualisation. Et ça a déjà une valeur ajoutée très importante, en fait, pour nos clients, parce que rien qu'en projetant la donnée, on peut aller très vite voir des organisations aberrantes, par exemple, et mettre en place des quick wins assez vite pour aller déjà gagner cette valeur-là, rien que sur une partie de visualisation toute simple de la donnée. Donc nous, on a des tableaux de bord, on permet de projeter la donnée à la fois sur des cartes et des tableaux de bord pour aller visualiser quels sont les périmètres à travailler en priorité, par exemple. Le second axe de travail, c'est la simulation. Donc ici, avec Winlow, on peut travailler des scénarios qu'on va pouvoir comparer entre eux, donc avec différentes décisions. Et donc, une fois que ces scénarios ont tourné, on peut aller comparer les scénarios et puis aller prendre la meilleure décision. Et puis nous, on va aussi encore un peu plus loin avec l'optimisation. Donc en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille notamment avec IMT Atlantique pour le développement d'algorithmes d'optimisation sur ces sujets-là de transport et de network design. Et donc ces algorithmes d'optimisation sont intégrés au sein de Winlow et permettent en fait, de demander à Winlow de préconiser les meilleures solutions par rapport à un champ des possibles qui est ouvert afin donc de répondre à certaines questions, comme par exemple combien d'entrepôts je dois retenir dans mon organisation, ou encore quelles sont mes tournées de véhicules que je dois mettre en place dans un plan de transport figé sur ma saison à venir. Et donc, un petit point sémantique, justement, par rapport à ce terme de simulation versus optimisation, parce que c'est des choses différentes. Donc, la simulation, c'est plutôt c'est un modèle qui est descriptif. Donc là, on va décrire l'organisation complète de notre chaîne logistique. Donc, on va avoir un paramétrage par flux. Le flux, on sait très bien qu'il va passer par ce schéma de transport, tel entrepôt, tel cross-dock et qui va être livré à telle date et heure chez le client. Et ensuite, l'outil, lui, va calculer l'impact par rapport à cette description complète de notre organisation. Et donc, quand on parle d'optimisation, ici, on est sur des modèles prescriptifs. Donc là, on va paramétrer à la fois des contraintes, donc des choses qui sont figées, qu'on ne peut pas changer. Par exemple, l'heure de livraison chez votre client, vous ne pouvez pas le changer, donc vous allez le paramétrer comme une contrainte. Et on va laisser des champs ouverts où Winlow va pouvoir préconiser une solution. Par exemple, ça va être, j'ai plusieurs schémas de transport, je peux passer par un cross-dock ou par cet autre cross-dock ou être livré en direct par une tournée de véhicules. Et là, Winlow va sélectionner la meilleure solution et pouvoir faire une préconisation par rapport à la question qu'on se pose. Et donc, classiquement, le jumeau numérique, lui, va créer des scénarios, fait des simulations, et les moteurs d'optimisation, eux, vont identifier les meilleures solutions. Et nous, donc, on intègre ces deux notions-là au sein de Winlow. Et donc, quelques points de prérequis par rapport à l'usage d'un jumeau numérique qu'on identifie dans tous nos projets. Le premier point, donc, c'est vraiment la qualité de la donnée. On voit que une grande partie, beaucoup d'entreprises ont encore des problèmes de qualité de données, puisqu'une donnée, si elle n'est pas utilisée, souvent elle est de mauvaise qualité. Et c'est une fois qu'on l'utilise qu'on se rend compte qu'il faut l'améliorer et qu'elle elle devient fiable. Et donc c'est vraiment un sujet qu'on travaille aussi avec nos clients pour améliorer la qualité de leurs données. Et puis, être capable de formaliser sa problématique pour l'étude qu'on veut mener dans l'outil. Et ça passe par bien définir son périmètre, quel scope géographique je veux pour mon étude, et puis quel scope temporel, hein, est-ce que je vais travailler sur des sujets qui vont s'appliquer dans ma prochaine année ou seulement sur ma saison à venir, ou sur
5 prochaines années, de sorte à pouvoir paramétrer ça et utiliser le bon périmètre dans Windows. Et puis une connaissance de ces contraintes, donc savoir ce qu'on peut changer et ce qu'on doit laisser en figé, ça c'est aussi un sujet assez important à identifier au préalable de l'étude. Et le dernier point, c'est bien sûr identifier et partager son objectif, savoir ce qu'on veut prendre comme décision. Ça paraît simple, mais parfois ça peut être un sujet aussi dans les études qu'on mène avec ce type d'outils, puisque le champ des possibles est assez large et le nombre de use cases, enfin, on peut traiter un grand nombre de use cases dans Windows. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus concrètement sur le sujet de comment est-ce qu'on peut créer de la valeur avec un jumeau numérique. Et pour ça, je vais m'appuyer sur trois projets qu'on a menés avec nos clients au sein de Winlow. Donc le premier le premier use case que je voulais partager, c'est un use case qu'on a travaillé avec Galliance, qui est une entreprise du groupe Terrena, hein, c'est des producteurs de poulets. Et donc là, le sujet, c'était du coup, d'optimiser leur supply chain dans un cadre de produits ultra frais, puisque comme ils produisent des poulets, on a vraiment la dimension ultra frais avec des fortes contraintes de lead time. Donc, quand on les a rencontrés il y a plusieurs années aujourd'hui, ils avaient donc un plan de transport figé. Ils travaillaient aussi ce plan de transport-là sur Excel, donc ce n'était pas forcément très évident. Dans un réseau qui était très complexe, parce qu'en fait, le réseau qu'ils utilisaient, il fallait qu'il soit assez performant pour aller livrer sur pour aller livrer en J plus en A pour A, donc aller livrer le même jour de la prise de commande ou A pour B à J plus 1. Mais quand on livre toute France, les plateformes de la grande distribution, bah, il faut certain niveau de performance. Donc pour ça, ils avaient développé un réseau relativement complexe. Et donc voilà, avec ces fortes contraintes de lead time liées aux produits frais et ultra frais qu'ils commercialisent. Et donc, la transformation qu'ils ont pu opérer avec l'usage de Winlow, c'est qu'ils sont passés de ce plan de transport figé au pilotage dynamique de ce plan de transport-là au sein du jumeau numérique. Donc, en fait, bien sûr, donc, le jumeau numérique leur a permis d'aller optimiser toutes leurs lignes de transport, de faire de l'affectation de leur flux à leur hub, parce que voilà, quand on travaille un réseau comme ça, il y a forcément plusieurs échelons de faire de l'analyse d'appel d'offres et d'ajuster leur plan de transport au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, s'ils ont un sujet, un client qui change de contrainte ou alors un nouveau transporteur, eh bien en fait, ils peuvent intégrer assez facilement, enfin très facilement, ces sujets-là dans Winlow et Winlow va retravailler l'organisation et préconiser la décision, la meilleure décision. Donc l'impact qu'on avait calculé à l'époque, donc aujourd'hui ça doit être encore plus important, mais c'était qu'ils avaient gagné 9% sur leur budget transport, ce qui est quand même un résultat très important, et puis 6% sur l'impact carbone de leur transport. Et bien sûr de la réactivité et de la résilience. Parce que aujourd'hui, voilà, c'est très facile d'aller changer un paramètre et de voir l'impact pour être très réactif sur des changements qui pourraient avoir lieu dans leur organisation supply chain. Le deuxième use case que je voulais partager, c'est un cas très différent qu'on a traité avec un distributeur de la grande surface du bricolage. Donc là, l'enjeu, c'était d'aller optimiser et préconiser un cadencier de livraison entre leurs entrepôts et leurs magasins. Donc en fait, leurs entrepôts étaient plutôt thématiques, hein. Donc par exemple, dans le cadre de la grande surface du bricolage, on a plutôt des entrepôts peinture, entrepôts cuisine, par exemple, etc., etc. Et ces entrepôts-là allaient livrer les magasins pour chaque semaine. Sauf qu'on avait des contraintes qui étaient un peu opposées, dans le sens où les entrepôts, eux, leur capacité d'expédition sont bien sûr limitées, et donc ils ont un besoin d'aller lisser leur volume d'expédition sur la semaine. Par contre, eux, les magasins, ils ont un problème assez similaire. Ils ont assez peu de capacité de stockage, donc il faut aller lisser aussi les réceptions
lisser les camions qu'ils vont recevoir pour chaque jour. Ils ont aussi une problématique de lissage du volume à mettre en rayon. Donc, par exemple, s'ils reçoivent de la peinture, s'ils reçoivent l'ensemble de leurs demandes de la peinture sur une fois par semaine, ça va être très compliqué de mettre en rayon en une fois. Et donc, il va falloir plutôt essayer de lisser les réceptions de peinture sur l'ensemble de la semaine. Et puis au niveau du transport, on avait aussi un certain nombre de contraintes, bien sûr des capacités limitées. Ils avaient à disposition une flotte de véhicules dédiés, donc une flotte qui pouvait piloter en interne, et qu'il fallait essayer de maximiser hein, pour essayer de prendre un petit peu moins de transport presté en externe. Et puis bien sûr, les magasins ne sont pas ouverts 100% du temps, donc on a des fenêtres horaires de réception au niveau des magasins. Et puis, ils avaient une organisation qu'on ne pouvait pas non plus trop toucher, donc des clusters de magasins qu'il fallait aller livrer ensemble. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est donc la résolution de ce problème très contraint. Ça a donné leur cadencier, le cadencier optimisé qui respectait l'ensemble de leurs contraintes. Ça a permis de supprimer leur pic de livraison et puis de maximiser leur flotte dédiée et de lisser l'expédition côté entrepôt et la réception côté magasin. Et puis le dernier cas, le dernier use case que je voulais partager, c'est un cas de mutualisation intersite. Donc là, on est intervenu avec une entreprise qui avait un certain nombre de sites de production, et chaque site de production allait livrer son ensemble de clients qui lui était propre. Sauf que chaque site, du coup, gérait sa propre flotte de camions dédiés, allait livrer ses propres clients, et les flux étaient optimisés localement. Il n'y avait pas de coordination intersite. Et donc là, l'idée, le sujet qu'on a travaillé, c'était d'identifier les synergies entre les sites, c'est-à-dire d'utiliser un véhicule dédié qui pourrait partir d'un site A, aller livrer les clients de ce site A, et puis potentiellement aller livrer un client qui serait proche du site B. Et donc au lieu de revenir sur le site A, d'aller plutôt recharger sur le site B pour aller livrer des clients du site B de sorte à aller optimiser plutôt globalement plutôt que individuellement par site. Et donc là, ce qu'on a identifié, c'est qu'on avait quand même 10% des camions qui étaient mutualisables et que ça pouvait générer 5% d'économies potentielles. Donc sur un budget transport de plusieurs dizaines de millions d'euros, l'impact est quand même assez important. Donc voilà, donc en conclusion de cette présentation, ce que je voulais vraiment partager, c'est que le jumeau numérique, c'est un outil qui est dédié bien sûr à la décision supply chain, mais surtout qui va permettre de travailler vraiment de nombreux sujets, que ce soit la résilience de son organisation, piloter la diminution de l'impact carbone des chaînes logistiques, aller améliorer la performance économique, travailler son service. Bref, les use cases sont vraiment nombreux. Et ça permet aux décideurs des supply d'aujourd'hui d'aller construire leur supply chain et qu'il leur ressemble, de pouvoir vraiment travailler plus de sujets et d'aller prendre plus vite des décisions et des décisions qui sont chiffrées d'être sûr que ces décisions vont être en lien avec leurs intuitions et leur volonté d'aller construire leur propre supply chain. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis je serai bien sûr à disposition pour des questions. Merci Juliette. On va passer maintenant à Guillaume, Guillaume Perdu de la société Ecolis sur les enjeux de solutions de collecte et de partage de données d'exploitation de transport. J'ai pu voir qu'il y avait déjà une question. On reviendra sur les questions à la fin de ce webinaire après l'intervention de Guillaume. Est-ce que Guillaume, c'est bon pour toi pour partager ta Je vais présentation? partager mon écran. Hop, je partage mon écran. Et voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Ok, a priori c'est bon. Allez, c'est Vas-y, parti. Guillaume, c'est à toi. Alors, en fait, tout d'abord, ça tombe bien qu'on soit deux intervenants dans deux, finalement, domaines d'intervention assez divers.
Moi, je vais plus vous parler autour de la digitalisation de la logistique, du contexte dans lequel ça arrive, et on finira plutôt par nous une proposition de valeur qu'on amène. Mais c'est quand même très très intéressant de voir que il y a des solutions concrètes qui viennent proposer des solutions, quoi. Euh, Moi, j'ai souhaité pour ce webinaire contextualiser un petit peu la problématique de digitalisation de la logistique. Et donc, je vous propose qu'on aborde ça sous 4 angles. Euh, pour revenir sur une logistique mondiale sous tension, parce que effectivement, on parle de la distribution. Aujourd'hui, on est planétaire, hein. De toute façon, l'immense majorité des produits qu'on a autour de nous, ils sont partiellement fabriqués en Asie, en Amérique, en Asie-Pacifique, en Europe évidemment, et que c'est assez compliqué aujourd'hui de penser logistique sans intégrer la chaîne de valeur du produit. Et nous, on pense que c'est déterminant dans l'optimisation et dans l'intégration d'une réflexion de digitalisation d'une logistique, qu'elle soit retail ou qu'elle soit industrielle. Et notamment par rapport à ça, on verra, on s'arrêtera sur la notion des flux inter et inter, c'est-à-dire internationaux et intermodaux, parce que c'est une problématique. Que cette logistique, en fait, inter, elle pose une vraie problématique d'inefficacité. Alors d'inefficacité, c'est peut-être un peu brutal parce que finalement, quand on prend les taux, ça reste assez faible. C'est-à-dire que dans l'ensemble, la logistique telle qu'elle est organisée aujourd'hui, elle est quand même ultra efficiente. Mais le caillou dans la chaussure des colis perdus, des colis hors flux, des colis volés entraîne euh, euh, un coût financier, un coût environnemental, un coût sociétal de rétrologistique qui est majeur. Et puis, pour finir sur quelque chose d'un petit peu cas concret, ouverture, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ce constat? Quelles sont les solutions globalement qui sont proposables? Nous, on travaille depuis 2 ans très, très activement sur une piste qui nous paraît quand même réconcilier beaucoup d'acteurs. La complexité, elle est là. Cette piste, elle est autour de la RFID. Donc, on contextualisera un petit peu ce principe de la RFID, et puis on vous montrera aussi voilà, ce que fait Ecolis, éventuellement comment Ecolis peut accompagner un certain nombre d'acteurs autour de ça. Je vais essayer de me contenir dans le quart d'heure euh, pour laisser du temps quand même pour, pour, pour les questions. Donc quelques, quelques chiffres pour le contexte, hein. On parle de 150 milliards de colis distribués chaque année dans le monde. Ces colis, ils ont plusieurs formes. Ils sont souvent dans un carton, souvent dans une palette, mais c'est aussi des containers. C'est aussi du flou, du fluide. Et, donc on a une logistique quand même une problématique pardon, de contenant et de pluralité des produits autour de ça. 150 milliards dans le monde, c'est 25 milliards chaque année en Europe. Et du coup, on fait un peu petit poussé en France, parce qu'en fait, les chiffres avec 9 zéros, là, on a toujours un peu du mal à se les contextualiser. C'est modestement 1,6 milliard de colis distribués en France. Et donc, si on reste sur des chiffres un peu plus intelligibles, parmi ces 1,6 milliard, le petit focus, le petit tips, là, il est autour de ces 2 millions de colis perdus. C'est important d'avoir ces chiffres en tête quand on parle de flux mondiaux et de se rendre compte que la problématique quand même majeure qui se cache derrière la logistique et donc l'enjeu autour de la digitalisation, c'est que quand on reçoit un colis, quand on reçoit une palette, quand on reçoit un complet dans le transport, c'est une unité. Hein, c'est notre petit truc à nous là qu'on a reçu. Ce truc-là, à un moment, on va le voir plus tard, a forcément fait partie d'un tout. Il a été groupé, il a été dégroupé, il a suivi plusieurs étapes. Et quand on parle de 150 milliards, ça veut dire que derrière ça se cache à peu près x10 en termes de flux. C'est-à-dire qu'un colis, sur son étape de livraison, on va le voir, il a vécu
une dizaine d'étapes en moyenne. Donc c'est 1500 milliards de flux logistiques. Ça dit à quel point la notion digitale, elle est importante, mais moi je veux la contextualiser dans un environnement qui est mondial, parce que la logistique, elle ne démarre pas au moment où elle arrive dans un entrepôt français ou elle arrive dans un entrepôt européen. Si on reste sur ces quelques chiffres, la partie droite du tableau, c'est aussi entre 500 grammes et 1,2 kg de CO2 consommé pour la livraison d'un colis. Ça veut dire 2000 tonnes rien que pour les colis perdus. Dans un contexte aujourd'hui où quand même on a une grosse pression écologique, on le verra après, c'est pas neutre. Un petit clin d'œil à la RFID, c'est pas complètement neutre, c'est pour paralléliser pardon, les deux chiffres, 150 milliards de colis. Dans le même temps, quand on parle de RFID, on en reparlera en fin de cette présentation, c'est 70 milliards de tags qui sont comment dire, imprimés et distribués dans le monde. Okay. Bon, les autres chiffres, on est plus sur le franco-français, hein, mais c'est quand même 42 000 entreprises de transport, à peu près 600 000, selon comment on compte, hein, entre 600 000 et 800 000 véhicules qui sont en opération en France. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont majeurs, et on le voit à la limite de l'humain. Hein, évidemment, il y a toujours des bons hommes dans les camions des hommes et des femmes, pardon, pour livrer, mais vu la récurrence des flux, eh bien, on est obligé de gérer ça de façon digitale, parce que sinon on n'y irait pas assez. Une logistique mondiale qui est sous pression. Alors, je ne vais pas faire de parallèle avec l'actualité. Néanmoins, on peut pas ne pas souligner ça, on peut pas regarder un petit peu par ce prisme-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait les problématiques de prix des containers. Quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça, c'était, vous vous souvenez tous de la période post-Covid où explosion des coûts de transport et des coûts des containers. Ça a un impact majeur sur l'intégralité de la chaîne de valeur d'un industriel, d'un distributeur. C'était il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est effectivement le conflit en Iran et l'impact que ça a sur les hydrocarbures, le coût d'accès à l'énergie. Ça remet une couche de pression sur la logistique. On est sur une logistique qui est extrêmement fragmentée, hein, c'est important. 90% de l'activité est externalisée sur les derniers kilomètres. Alors, il y a souvent logistique égale focus sur livraison du colis dernier kilomètre, parce que c'est là où on va retrouver les plus gros volumes et puis la plus grande complexité. C'est encore alourdi, on le verra, par les notions de ZFE et donc tout l'environnement sociétal qu'il y a autour de ça. La fragmentation de la logistique, elle aussi, elle vient renforcer la nécessité de digitaliser, parce que si tous les transports se faisaient, j'ai mon transporteur qui arrive et puis qui vient prendre mon colis et puis qui vient le livrer de main en main à mon destinataire, ça serait un monde fabuleux, mais une logistique qu'on n'aurait pas les moyens de se payer. Évidemment, chacun des trucs qu'on recevrait dans notre boîte à lettres coûterait une fortune rien qu'en coût de transport. Donc bien sûr qu'on est obligé de massifier, on l'a vu avec la presse de Winlow avant, il y a un vrai sens dans la massification, l'optimisation des flux, parce que cette logistique, elle est complètement fragmentée. Et elle va l'être durablement, parce qu'il y a des logiques régionales, il y a des logiques locales, il y a des contraintes, et que même si on voit quand même une forte accélération de la concentration dans le monde du transport ces quelques dernières années, on reste sur une opération dans une logique systématique de sous-traitance. Une logistique qui doit être aussi optimisée pour des questions bien sûr de coût, et là je reviens sur la présentation qu'on a eue juste avant. Il y a des efforts colossaux qui sont faits par toute la chaîne logistique, c'est-à-dire du warehouse, donc de l'entrepôt jusqu'au transporteur distributeur, pour essayer d'optimiser ces coûts. 2 millions de colis perdus par an. C'est un surcoût logistique qui est dramatique et qui est 9 fois sur 10 lié à une erreur de gestion. On parle beaucoup des vols parce que c'est un sujet irritant. En réalité, les vols, il y en a très peu.
C'est pas ça le problème de logistique. Le problème de la logistique, c'est une mauvaise préparation de commande qui fait que quand j'attends une palette sur laquelle il y a 60 colis, malheureusement, il n'y en a que 59 parce que le 60e, il était mal préparé, il est resté à quai. Et donc celui-là, il rentre dans un autre flux. Et à partir du moment où il rentre dans un autre flux, il est perdu. Et ça coûte énormément d'argent. Et c'est ces choses-là qu'on doit aller chercher, quoi. On a un environnement qui s'est considérablement durci sur l'aspect écologique, avec la pression sur les emballages, la pression sur l'empreinte carbone, l'obligation que toutes les entreprises qu'on peut représenter, euh, l'obligation pour chacune des entreprises qu'on représente euh, de mettre en place des choses concrètes pour réduire notre empreinte carbone. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce que derrière cette réduction de l'empreinte carbone, il y a maintenant un bon sens économique. On n'est plus dans l'écologie d'il y a 20 ans où on mettait un coup de peinture verte pour se sentir green et durable. Voilà. Aujourd'hui, chacun des industriels qu'on est ou qu'on représente, ou pour lesquels on travaille, on réussit à paralléliser, dans l'immense majorité des cas, un bon sens écologique avec un bon sens économique. Mais on est quand même sur la première partie de l'échelle, hein. Donc, on le voit, c'est pas juste une pression un peu politico bon sens, un peu politico, pardon, comment dire, bonne conscience. Maintenant, on met du bon sens dans le delivery propre, et notamment par le déploiement et l'usage de véhicules électriques sur le dernier kilomètre, sur des petites tournées. La promotion de plus en plus, même si c'est encore balbutiant, c'est pas suffisamment rapide, mais d'énergie nouvelle type, alors évidemment électrique, mais type aussi hydrogène. Tout ça, on arrive de mieux en mieux à réconcilier les contraintes économiques avec l'environnement écologique. Il y a un vrai enjeu, hein, puisque on parle de 1,6 million de tonnes d'équivalent CO2 euh, par an sur référence 2023. Notre problématique, je parle des flux inter et inter. Ce petit slide, c'est juste pour illustrer que sur la partie gauche de notre illustration, j'ai un colis qui est fabriqué dans une usine. Ce colis, il est empaqueté, il rentre dans un petit carton sur lequel on va mettre une étiquette, et puis il va être raqué dans un entrepôt. Puis une fois que j'ai ma palette qui est complète, ou toutes mes palettes qui sont complètes, il va rentrer dans un camion. Et puis ce camion, en fait, il va livrer pour remplir un container. Et puis ce container, il va rentrer sur un bateau. Et puis le bateau, en fait, il va traverser un des océans, une des mers, pour finalement être redépoté sur un autre port. Et puis donc, mes palettes rééclatées pour rentrer dans une semi, pour être rééclatées et re-rentrer dans un autre central warehouse, qui lui-même va rééclater sa palette pour aller jusqu'à une livraison dernier kilomètre par mon petit camion qui va livrer le magasin de centre-ville. Et ça, dans une logique, hein, c'est notre petite illustration du en bas à droite, tout ça dans une logique mondiale. Quand on parle digitalisation du schéma logistique, je suis ici sur un entrepôt. On va arrêter de parler de la Chine tout le temps, hein, il se fabrique des choses ailleurs qu'en Chine, hein, donc je suis sur un entrepôt sud-américain, et peut-être que là, je suis en train de livrer, alors chez nous dans le centre de Rennes, ou dans le centre de Bordeaux, ou je ne sais où, notre colis, il a traversé le monde. Et il a vécu des étapes, alors, je disais tout à l'heure, c'est une dizaine d'étapes par colis. Notre digitalisation, elle doit intégrer ça. Elle ne doit pas intégrer, à mon sens, que la partie basse de notre logistique, parce que moi, quand je passe une commande, on le verra après, je crois que c'est cette slide-là, voilà, absolument. Quand je passe une commande, voilà, moi je suis la jeune fille là dans le fauteuil, ben, quand je passe une commande, ça fait bosser des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et cette commande, maintenant, massivement, elle est digitalisée. Cette commande, massivement, elle est passée par mon smartphone. Et donc, ça devient une impulsion électrique. Et là, se déclenche toute une chaîne de suivi logistique. Et c'est comme ça, pour nous, que on imagine suivre la digitalisation de la logistique. On en vient à la problématique des colis perdus, hors flux ou volés. Donc on le disait, c'est à peu près 2 millions, hein. Donc on avait notre rapport à 1,5 milliard de colis livrés, 2 millions égarés ou perdus en France. 69% des causes, c'est départ livraison.
et puis 16%, c'est les hubs à l'intermédiaire. Ça veut dire que j'ai une commande qui est mal préparée, ou j'ai une livraison qui est mal réceptionnée. C'est pas nécessairement une livraison qui est mal faite, c'est pas nécessairement un colis endommagé. Est-ce que ma réception elle a été correctement enregistrée? Et ça, encore une fois, avec les volumes dont on a parlé, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose qui automatise ça. Il y a plein de solutions, hein, ça existe aujourd'hui. C'est jamais que 2 millions sur 1,5 milliard. C'est quand même que dans l'immense majorité des choses, tout se passe bien quand même. Enfin, restons positifs. Mais d'où ça vient? Bah, c'est des erreurs humaines. Moi, c'est des erreurs humaines de conception, de chargement, hein. Alors moi, j'ai été transporteur, donc c'est des choses que je connais bien de l'autre côté, dans la vraie vie, hein. Bah, il faut se faire une idée pour bien comprendre le mécanisme. Je construis une palette. Mon WMS, il va me faire positionner les cartons comme il faut pour mettre mes 60 colis sur une palette. Si mon opérateur il met pas bien les colis comme il faut, il va en mettre que 59. Et là, tout bascule. Voilà. Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que c'est une erreur logicielle? Oui, c'est une erreur humaine. À un moment, il fallait bien le mettre sur la palette quand même. Ou alors le signaler. Enfin, en tout cas, celui-là, il sort du flou. Beaucoup viennent des processus pendant le transport, avec, oui, des pertes, des trucs qui sont tombés. Il y a des choses qui sont évidentes, puis dans la vraie vie, il y a des choses qui le sont moins. On a la notion de dégâts, de mauvaise manipulation, de colis qui tombent, ce genre de choses. Et puis, on a aussi des erreurs de suivi, une mauvaise identification du contenant, ce genre de choses. Les conséquences, elles sont sur le client, beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement. Sur l'entreprise, c'est une grosse perte financière, hein, on ne va pas réinsister là-dessus, mais c'est un surcoût, et notamment sur le la rétro-logistique, c'est-à-dire je vais rechercher des colis qui sont perdus, je vais rechercher des colis qui ont été livrés à la mauvaise adresse, on paye 2 fois, hein, et ça c'est très très accéléré par le e-commerce. Évidemment, ça a des conséquences sur le transporteur, parce que ça lui coûte, et en même temps ça coûte à sa réputation, et puis on ne veut pas là-dessus, eh ben, on fait un x2, un x3, un x4 sur le footprint de notre livraison. Pour ouvrir sur un peu, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à toutes ces problématiques-là? Oui, il y a une solution assez évidente autour de la RFID. Donc, tout à l'heure, je parallélisais les chiffres. C'est juste pour se dire, OK, on n'est pas sur la future nouvelle technologie qui va peut-être révolutionner le monde. Non, non, on est sur un process mature, ultra mature, une technologie connue, hyper fiable, qui est la RFID. Et on en a de partout. Et alors, désolé, hein, ils m'ont pas envoyé des copyrights, hein, Geodis FM ou Decathlon, mais je pense que tout le monde est allé dans un Decathlon. Et je fais pas la promo de Decathlon, hein, m'en veuillez pas. Mais on a tous mis les trucs dans le bac, et là, pouf, tout s'affiche instantanément. C'est de la RFID. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y compris la barre céréale qui vaut 1,50 €, elle est équipée d'une puce RFID. Donc, on n'a plus de problématique économique autour du schéma RFID. C'est quasi un standard, ou en tout cas, c'est suffisamment commun pour que ça devienne un standard. Et ça, c'est important, et un peu la preuve, hein, effectivement, il y a beaucoup d'investissements qui sont... Et donc là, j'ai porté quelques gros groupes qui communiquent beaucoup sur leur investissement autour de la RFID. On n'est plus dans le pionnier, on est vraiment dans une utilisation industrielle de ça. Maintenant, la problématique, la RFID, on connaît ça très bien en gestion d'entrepôt. On connaît ça très mal dans la gestion des flux. Ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est qu'un colis, en fait, il suit des flux. Il rentre dans plusieurs moyens de transport. Et ça rend effectivement la digitalisation de notre transport, de notre flux logistique un peu compliqué. Parce que voilà, on voit les bacs Décathlon, on connaît les portiques RFID dans les aéroports. Maintenant, quand je suis en mobilité, moyen de transport, bah là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, juste en introduction, peut-être de questions ou peut-être de futurs échanges en marge de ce webinaire, Ecolis propose une solution basée sur une technologie RFID et d'étiquette qui va permettre en fait de capter les entrées de colis, de palettes, de toutes sortes de contenants en fait. Et donc on va identifier l'intégralité des entrants, des présents et des sortants, de façon en fait horodatée, géolocaliser chacun de ces mouvements et pouvoir délivrer cette information sur des portiques d'accès
qui sont alors assez naturellement les TMS, les WMS, les YMS, toute la constellation de management système qu'on peut imaginer pour la data. Et l'approche d'Ecolis va vraiment être de fournir une solution qui va être universelle sur le côté mise en œuvre via l'étiquetage, être universelle sur l'adhésion des différents moyens de transport, c'est-à-dire qu'on parle d'une camionnette, qu'on parle d'une semi-remorque, qu'on parle d'un camion, qu'on parle d'un bateau, et puis mettre à disposition cette information sur un guichet unique, parce que jamais ça ne sera notre métier de traiter ces données-là. L'univers est trop tentaculaire pour qu'on ait, nous, la compétence de gens comme Unio, comme on vient de le voir avant, chacun son métier. Nous, on vient collecter la donnée, hein, c'est notre baseline, hein, on vient collecter cette donnée et on vient la partager. Et là, sur la logistique, et cette logique mondiale de digitalisation des flux logistiques, bah, la donnée, elle est le colis. Et ça change la donne. En tout cas, c'est ça notre ambition. Donc concrètement, c'est une étiquette, c'est un équipement, et c'est le partage de cette donnée. J'ai essayé d'être à peu près dans les temps. Merci David de ne pas m'avoir rappelé à l'ordre. Donc, je te rends la parole. Non, mais très bien. On est encore dans les temps. Alors, on va passer à la période des questions. Il y a déjà eu 2 questions. Alors, j'ai vu que Juliette avait répondu directement, mais je vais les redire oralement, comme ça va pouvoir partager ça avec tout le monde. Il y avait Isabelle qui demandait est-ce que l'installation d'un jumeau numérique en logistique a un impact sur la pratique opérationnelle du métier de cariste agent logistique. Donc, Juliette, je te laisse répondre. Ouais. Ouais, du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que au niveau très opérationnel, on peut avoir des postes qui évoluent dans le sens où des pilotes de flux qui vont être amenés à utiliser ce genre d'outils plutôt que d'aller saisir un plan de transport, ressaisir tous les jours le même plan de transport, qui va être amené à plutôt passer sur un poste de type prise de décision, enfin travail de sa solution dans Windows. Donc Windows peut préconiser des solutions et l'agent, le pilote de flux, va retravailler sa décision au sein de Windows avant de l'envoyer automatiquement dans le TMS. Voilà, ou dans le WMS. Ok, merci Juliette. Et il y a eu une deuxième question également pour toi. J'ai vu, alors c'est peut-être retravailler la définition du jumeau numérique avec la question d'une personne qui ne voyait pas la différence toujours entre le jumeau numérique et un modèle de simulation, notamment dans les cas présentés. Juliette, je te laisse répondre. Ouais, ouais. Ouais, donc le jumeau numérique, en effet, il intègre des modèles de simulation, mais il va un peu plus loin dans le sens où il peut être interconnecté avec les outils de la supply, donc être alimenté par ces outils-là, par exemple un carnet de commandes qui va venir alimenter le jumeau numérique en temps réel, et puis ensuite il va restituer sa décision aussi dans les outils, que ce soit via des API, via des fichiers Excel, mais c'est un outil qui est plutôt, au lieu d'être un simple modèle de simulation, il est plutôt au sein de la décision, donc interconnecté dans les outils de la supply. Et donc, en fait, c'est un outil qui va vraiment servir de modèle de simulation, mais que, en fait, on n'a pas besoin de reparamétrer à chaque fois. Parce qu'en fait, on connaît, on sait, on a déjà paramétré sa situation dans le jumeau numérique. Donc, en fait, la reproduction, elle est là, et ensuite, on peut s'en servir comme d'un modèle de simulation, mais c'est beaucoup plus simple dans le sens où le job n'est pas à refaire à chaque nouvelle étude, quoi. Voilà. Ok, merci Juliette. Et j'aurais une autre question, et je poserai la même sans doute à Guillaume ensuite. Quel est le ROI de ce genre d'outils et à quelle on va dire, typologie, enfin, si on peut parler peut-être de taille d'entreprise, ça serait le plus adapté pour ce type d'outil? Ouais. Alors, donc le ROI, c'est généralement extrêmement rapide, hein, on est sur quelques mois seulement parce que très vite, on va pouvoir travailler sur des quick wins. Et puis les études, en fait, on passe d'un temps d'études beaucoup plus court, des études où on a l'habitude de travailler plusieurs mois sur une question. Bah, là, en fait, on peut très vite répondre à ces questions-là. Donc le ROI est vraiment très rapide. On voit ça chez nos clients. Donc, clairement, euh, beaucoup moins. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une supply chain qu'on dit complexe. Donc complexe, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est d'avoir plusieurs, par exemple,
plusieurs sites, donc que ce soit des sites de départ, des entrepôts intermédiaires, ou alors une chaîne logistique complexe, une chaîne logistique qui a des fortes contraintes et donc qui est assez complexe à piloter. Voilà, donc il faut une notion de complexité pour avoir l'intérêt d'utiliser un jumeau numérique. Voilà. Donc nous, nos clients, c'est plutôt des chargeurs, des industriels qui vont avoir plusieurs sites, soit de production, soit d'entrepôt, et qui vont utiliser Winlow pour tout ce que j'ai mentionné dans la présentation, mais de l'analyse d'appel d'offres, du network design, du plan de transport opérationnel, voilà. Et Guillaume, du coup, pour Ecolis, quelle est la typologie de cible, enfin de clients, et en termes d'installation des solutions Ecolis, quels sont les indicateurs pour permettre de mettre en évidence un ROI? Alors, nous, notre typologie de clients, c'est principalement des transporteurs, hein, puisque c'est chez eux qu'on va mettre en œuvre les solutions avec une logique de ROI qui est un petit peu plus longue, puisqu'il y a des investissements qui sont plus lourds et plus coûteux à l'origine. Mais en fait, nous, on a aujourd'hui modélisé un ROI à échéance 12 mois, mais avec un x4. Donc, alors après, évidemment, il faut toujours être un peu prudent sur les ROI, qu'est-ce qu'on met dedans, et jusqu'où on a musclé le modèle. Mais c'est des facteurs qui sont suffisamment évidents pour faire, faire que ce n'est plus un sujet quand on en parle avec nos clients, très clairement, quoi. D'accord. Eh bien, merci Guillaume. Merci Juliette, du coup, pour ces deux interventions. Je vous rappelle du coup que vous avez un sondage pour ceux qui ont suivi ce webinaire qu'on vous invite à répondre, notamment pour savoir si vous avez apprécié ces interventions, mais aussi si vous souhaitez être mis en relation ou si vous avez des projets pour qu'on puisse vous recontacter. Euh, je vous rappelle aussi ce webinaire sera disponible en ligne sur notre chaîne YouTube où vous pouvez aller voir aussi, hein, d'autres webinaires sont disponibles. Pour les personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui et qui sont arrivées en cours, vous pouvez visualiser donc le début de ces interventions. Donc, je vous remercie en tout cas, et en particulier nos deux intervenants aujourd'hui, Guillaume Perdu et Juliette Medina. Et je vous dis à bientôt et on espère des projets d'innovation autour des enjeux de la logistique. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci.